Bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Alexandre Rétif, je travaille à la Technopole de Quimper-Cornouailles, qui est une association pour l'accompagnement des entreprises via l'innovation. Et je suis accompagné de Frédéric Toumelin, qui est fondateur de l'agence Level Up Conseil et qui va Bonjour. animer aujourd'hui ce webinaire sur la stratégie commerciale post-Covid. Alors, juste en quelques mots, je suis chargé d'animation à la French Tech Brest Plus, qui est un label national qui a pour but d'accompagner les entreprises traditionnelles dans leur digitalisation et ensuite aussi favoriser l'émergence de startups sur le territoire de Bretagne occidentale, on va dire. Pour cela, on met aussi des actions en place comme Ticket to Pitch, des actions business, le French Tech Day et aussi Femmes et Numérique pour promouvoir la mixité dans le numérique actuellement. On a tous vécu une période assez spéciale ces derniers temps, suite au confinement, qui ont pas mal chamboulé aussi nos organisations internes en entreprise. On a tous été impactés, que ce soit pour le management, le travail à distance, l'organisation des salariés et du travail, mais également aussi pour la partie commerciale. Donc, avec le distanciel, l'interdiction de voyager, certaines entreprises, certaines startups comme vous n'ont pas pu partir prospecter efficacement. Et donc, on va échanger aujourd'hui avec Frédéric sur comment on peut revoir sa stratégie commerciale, comment on peut prospecter différemment, peut-être donner aussi des exemples d'outils et avoir un suivi efficace pour continuer à acquérir du client et à le fidéliser par la suite. Donc, je vais maintenant laisser Frédéric se présenter rapidement, présenter le webinaire et vous présenter cette cour formation. Absolument. Merci Alexandre et bonjour à toutes et à tous. Merci de consacrer du temps ce matin pour participer à ce webinaire. Effectivement, en quelques mots, je vais me présenter. J'ai créé Level Up Conseil pour accompagner les dirigeants et les dirigeantes de TPE, PME du territoire par rapport à leur volonté d'identifier et d'actionner des leviers de croissance pour leur business. Donc, j'interviens sur des missions qui sont tournées autour de la stratégie, du marketing et du développement commercial, qui sont en fait les domaines où j'ai eu moi-même des responsabilités opérationnelles en entreprise pendant un peu plus de 20 ans. Voilà, très, très brièvement, pour que vous sachiez qui je suis. Pour ce qui est du webinaire, voilà comment ça va se dérouler aujourd'hui. Je vous ferai une brève introduction un peu conjoncturelle, on va dire, sur effectivement cette question qu'on se pose un peu tous, d'ailleurs, je pense, de savoir quelle est vraiment la nature de cette crise et comment on va en sortir. Ça va servir un petit peu pour lancer le sujet qui est le sujet du jour, sur lequel on va passer le plus de temps, qui est comment refonder votre stratégie commerciale. Et je compléterai par quelques considérations sur des possibilités de faire évoluer les méthodes et également, effectivement, comme le disait Alexandre, je vous listerai, je suggérerai l'utilisation, ou en tout cas j'attirerai votre attention sur l'existence d'un certain nombre d'outils qui peuvent vous rendre plus productif, je pense, dans l'exercice de votre fonction commerciale. Voilà Très bien. pour le programme, oui. Juste avant de commencer, je vais donner quelques règles pour les questions et réponses. Parfait. En bas de l'outil Zoom, vous avez un petit onglet Q et R qui va vous permettre de poser des questions. On va dire un peu comme un réseau social. C'est-à-dire, vous pouvez poser vos questions et les spectateurs peuvent mettre des j'aime. Voilà. Donc, les questions qui apparaîtront en premier, on va essayer de les traiter pendant le webinaire, sachant qu'après chaque partie, chaque paragraphe, on va dire, du webinaire, on fera un petit temps d'échange et de questions. Il y aura aussi 3 sondages qui seront prévus pendant le webinaire, donc vous pourrez avoir accès normalement via l'onglet sondage qui se trouve aussi en bas de l'écran. Voilà, je vous laisse Oui, démarrer. merci Alexandre pour ces précisions sur la logistique. Et du coup, je rebondis d'ailleurs pour vous inviter à ne pas hésiter sur les quelques sessions. Comme disait Alexandre, il y en aura une à la fin de chaque partie, enfin pas de l'introduction, mais les 3 autres.
c'est un temps ouvert pour vous, pour que vous puissiez effectivement poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, n'hésitez pas. Alors, mais ce que vous voyez ici à l'écran, vous le reconnaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, qui était un psychologue américain il y a à peu près un siècle, qui a conceptualisé on va dire, les besoins que ressentent en fait les sociétés. Et alors, c'est une modélisation qui est d'ailleurs relativement contestée dans la mesure où la théorie de la pyramide de Maslow, c'est qu'en fait, on passe au niveau supérieur uniquement lorsqu'on a satisfait les besoins du niveau d'en dessous. Bon, et ça, empiriquement, on se rend compte que c'est pas forcément toujours le cas, mais c'est pas le propos d'aujourd'hui. Si j'utilise cette pyramide, c'est parce que je la trouve, pour le coup, particulièrement pertinente lorsqu'on la rapproche de ce qui se passe au niveau du tissu économique et donc des entreprises lorsqu'il y a une crise comme celle qu'on est en train de traverser. Et là, pour le coup, oui, on peut constater qu'effectivement, l'impact sur les entreprises, il est assez structuré de cette manière et qu'en fait, comme on a pu le voir d'ailleurs encore tout récemment et pendant la période de confinement, finalement, les acteurs qui résistent le mieux sont ceux qui sont positionnés sur des besoins très fondamentaux. Ça va être la distribution alimentaire, ça va être l'énergie, ça va être le ramassage et le traitement des déchets. Et effectivement, le reste de l'économie peine beaucoup plus. Et au fur et à mesure qu'effectivement la reprise se fait, eh bien, ça réactionne un petit peu par niveau les acteurs qui opèrent sur ces différentes catégories de besoins. Et donc, d'ailleurs, ça attire aussi l'attention sur le fait que plus on est positionné en tant qu'entreprise sur des problématiques de satisfaction de besoins plus haut dans la pyramide, plus quelque part on est à risque en période de crise de voir son activité fortement impactée. Et donc, plus ça justifie normalement d'avoir une contrepartie, on va dire, par rapport à cette prise de risque qui doit se retrouver normalement en termes de marge. Effectivement, les industries du luxe, du tourisme sont normalement dans cette logique-là. Mais maintenant, si on ressort un petit peu de cette première question et qu'on regarde à la crise sous un autre aspect, quelque chose évidemment qui est bien connu, c'est le caractère cyclique des crises, avec finalement un enchaînement de phases, dépression, reprise, expansion, et comme d'après en tout cas les économistes, finalement ce cycle résulte d'un déséquilibre un peu permanent entre l'offre et la demande, malheureusement, c'est l'éternel recommencement. Et d'ailleurs, c'est ce que montre la partie basse de ce slide. On constate, en tout cas, a posteriori, lorsqu'on regarde dans le rétroviseur et les économistes analysent qu'effectivement, il y a des enchaînements de ces cycles qui sont sur des périodes, on va dire, plus ou moins 6 à 10 ans, ce qui n'est pas exactement ce qu'on voit ici, je vais y venir dans un instant, ce qu'on appelle les cycles de Juglar, enfin bon, peu importe. Mais toujours est-il que si on, basé sur notre propre expérience, on regarde le passé récent, mais on se rend compte qu'effectivement, la crise des subprimes, il y a 10 ans, un peu plus, et puis avant ça, la bulle Internet, et puis avant ça, la guerre du Golfe, et avant ça, pour les plus anciens d'entre nous, peut-être, ça évoque encore quelques souvenirs, le premier choc pétrolier. Et donc, on constate en tout cas de manière empirique que ces cycles existent. L'intérêt de l'autre figure qu'on voit ici, qui sont des cycles plus longs, et là, c'est un autre économiste, Schumpeter, qui a mis en évidence qu'en fait, les cycles se regroupent un petit peu et qu'à certains en fait, changements de cycle, on ne repart pas vraiment sur le modèle qui préexistait, mais on part sur un autre modèle qui est lié à une innovation technologique en général, même systématiquement, à vrai dire, et qui influe la manière dont la société même fonctionne. Et ce qu'on constate sur le petit graphique que vous voyez là, c'est que ces cycles, et là encore c'est empiriquement, c'est pas forcément prédictif de l'avenir, néanmoins, il y a l'air d'y avoir une sorte de modélisation qui se dégage et qui montre que ces regroupements de cycles autour
de disruption introduite par l'innovation dans la société, eh bien, ces cycles s'accélèrent. Et celui dans lequel on se trouve, il est convenu de parler de civilisation de l'information, bah, du coup, on peut se poser la question si la crise actuelle est un sous-cycle à l'intérieur de ce cycle civilisation de l'information, ou si ça va coïncider avec, en fait, un nouveau grand cycle qui sera peut-être marqué par ce que moi j'appelle l'ubitechnologie, c'est-à-dire le fait qu'il y a de la technologie un peu dans tous les éléments de la société, avec deux piliers particuliers qui sont l'hyperconnectivité, avec l'Internet des objets, et puis l'arrivée à maturité de tout ce qui est intelligence artificielle. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça en introduction de ce webinaire? C'est en fait pour souligner qu'on est dans une situation qui est probablement plus complexe et plus bouleversante en fait qu'une récession conjoncturelle induite par le confinement, puisque finalement, c'est ça la partie visible de l'iceberg, c'est que le confinement a créé une crise économique. Mais lorsqu'on parle avec des experts, ils disent que de toute façon, il y avait des ferments de crise qui étaient là dans l'air. C'est vrai que la bourse était extrêmement instable, etc. Et finalement, bon, il y a eu une conjonction de facteurs avec l'arrivée du virus, mais qui a probablement été plus un catalyseur que vraiment la cause de cette crise. Et elle est venue rajouter ses effets. Alors, d'ailleurs, j'ai participé il y a quelques temps, quelques semaines, à un séminaire, à un webinaire organisé par BPI, et il y avait un sondage qui invitait les participants à se prononcer, sachant que personne ne détient évidemment la vérité nécessairement, hein, c'est prospectif, mais vous voyez ici que rares sont ceux qui considèrent qu'on est dans un phénomène qui va disparaître comme une parenthèse qu'on referme, avec un retour à la normale qui serait très comparable à ce que l'on connaissait avant. Et donc, je dirais que c'est l'occasion, plus que jamais, pour toutes les entreprises, en fait, de remettre à plat leur stratégie pour veiller autant que faire se peut à être dans une bonne situation par rapport à la reprise qui s'annonce. Voilà pour ce que je voulais dire en matière d'introduction. Et pour passer à la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, refonder la stratégie commerciale, je voulais vous poser une question. Alexandre a dit tout à l'heure qu'il y aurait quelques sondages. Ben voilà le premier. Et je ne sais pas si il apparaît. Oui, voilà, il apparaît à l'écran. En tout cas, moi, je le vois. J'espère que vous également. Voilà, je viens de le lancer. Donc, normalement, ça y est, on commence à voir les votes. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce qu'est le SWOT aussi? Alors, j'ai prévu de le faire évidemment, sachant que et c'est tout à fait possible hein, que des personnes dans l'auditoire n'aient pas été exposées à ce concept. Oui. À ce moment-là, la réponse c'est mon entreprise n'utilise pas de SWOT. On va dire, même si c'est peut-être le cas et le participant n'est pas au courant, mais bon, c'est pas grave. Ça mesure en fait, en tout cas, le niveau de conscience de l'auditoire par rapport à ce sujet. Et bien sûr, je vais expliquer un petit peu pourquoi je vous pose cette question et qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, cette notion de SWOT. Voilà, pendant qu'on disait tout ça, je pense qu'on a laissé suffisamment de temps, peut-être. Oui. Vous voyez la réponse, Frédéric? Non, je ne vois pas les réponses. Par contre, est-ce que vous pouvez nous les. Alors, sur les votants, c'est très serré. On est à 35% oui, 25% non. D'accord. Et 40% mon entreprise n'utilise pas de SWOT. Donc, on est très, très serré. D'accord. Écoutez, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si on peut enlever. Oui, voilà, merci. Le sondage, comme ça, tout le monde peut revoir l'écran. Et effectivement, je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. C'est tout simplement. Alors, déjà, je vais peut-être expliciter l'acronyme, hein, qui est, comme souvent en marketing et puis en conceptualisation commerciale, c'est un acronyme anglo-saxon. Hein, donc, désolé pour le côté voilà, anglais de la chose, mais soit ça veut dire donc strengths, weaknesses, opportunities and threats. Donc en meilleur français,
les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces que votre entreprise possède, si on parle de force ou de faiblesse, ou bien l'environnement dans lequel elle s'inscrit, si on parle effectivement des opportunités et des menaces. Et en fait, de mon point de vue, c'est extrêmement important, déjà en temps normal, pour espérer arriver là où vous voulez aller, de savoir en permanence ce qui vous définit, où vous vous trouvez et finalement qu'est-ce qui vous entoure. Et dans une période de crise, et c'est pour ça que je commence en fait cette question de la stratégie par cette notion de SWOT, c'est que la période de crise, évidemment, c'est en quelque sorte un tremblement de terre. Et un tremblement de terre, ça fait bouger un petit peu tout autour de vous. Et que ce soit effectivement la réglementation, que ce soit la concurrence, que ce soit aussi les attentes des clients. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir des points de repère. Et pour moi, cet outil, en fait, qui n'est qu'un mode de questionnement, hein, c'est-à-dire que tout simplement, il ne faut pas s'en faire une montagne. Il s'agit de prendre le temps de se poser successivement ces 4 questions pour finalement avoir une meilleure compréhension de là où on se trouve et aussi de choses à améliorer. Pour moi, on va regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est-à-dire que le fait que 40% des répondants disent que leur entreprise n'utilise pas de SWOT, voilà un axe de progrès assez facile à faire pour ceux qui le souhaitent dans la foulée de ce webinaire. Je suis persuadé qu'il en sortira des choses qui vous seront utiles. Et pour ceux qui en disposent, mais peut-être l'ont fait au moment où ils ont créé leur entreprise, parce que c'est assez fréquent en réalité, lorsqu'on crée une entreprise, d'inclure dans le dossier qu'on va présenter aux investisseurs, d'inclure effectivement cette approche force-faiblesse, opportunité-menace. En tout cas, moi, je le vois très fréquemment et je trouve ça très bien. Ce qui est moins bien, c'est effectivement de le laisser dormir dans le dossier qui a servi à présenter aux banques et de ne pas l'utiliser par la suite. C'est vraiment très, très dommage. Or, effectivement, une analyse comme ça, pour qu'elle vous soit efficace, j'estime qu'elle doit être remise à jour au moins une fois par an. Et lorsqu'il y a des événements très particuliers comme celui qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore, il faut effectivement se reposer la question. J'aurais tendance à dire d'ailleurs de manière très pratico-pratique que je vous conseille plutôt de le faire en commençant par les opportunités et les menaces avant de vous intéresser à vos forces et aux faiblesses, parce que le monde qui vous entoure, ça va vous donner la bonne compréhension du monde qui vous entoure, ça va vous donner une grille de lecture pertinente, à mon sens, par rapport au fait d'identifier parmi vos forces et vos faiblesses celles qui ont vraiment de l'importance par rapport à l'environnement dans lequel vous opérez. Donc finalement, voilà, l'exercice, je conseille de le faire plutôt de cette manière-là. Juste un exemple très marquant et qu'on doit, pour beaucoup d'entre vous, peut-être avoir à l'esprit de ce qui peut se passer lorsqu'on a une veille insuffisante ou en tout cas une mauvaise interprétation de ce qui se passe au niveau de l'environnement. C'est ce qui est arrivé à la société Kodak au début des années 2000, société qui est extrêmement florissante à l'époque, qui tirait l'essentiel de sa richesse et de sa marge de sa branche d'activité sur les pellicules. Voilà. Et donc, effectivement, à l'arrivée du numérique, des appareils photo numériques, c'était pas une bonne nouvelle, certes, par rapport à cette poule aux œufs d'or, en fait, qui étaient les pellicules. Pour autant, il était absolument nécessaire, ou il aurait été absolument nécessaire, de définir une stratégie qui prenne en compte cette évolution, sachant que cette évolution, elle était là, il n'était pas question de la nier. Kodak n'était pas d'ailleurs particulièrement mal placé, c'est pas qu'ils n'ont pas vu la chose, la R&D de Kodak était en fait très en pointe sur ces questions d'appareils numériques. Ça a été des décisions du management de dire, tant pis, on continue quand même avec notre modèle. Voilà, donc c'est pas pour critiquer, c'est des décisions très difficiles à prendre évidemment. Et donc c'est pas une critique vis-à-vis de la direction de l'époque, mais c'est simplement pour vous sensibiliser sur l'importance d'avoir effectivement cette veille active sur votre environnement pour bien identifier vos forces et vos faiblesses.
Donc, Frédéric, Alors, si on comprend bien, oui, pour les personnes qui ne connaissaient pas le SWOT, on parle bien des forces, faiblesses, menaces et opportunités pour un produit ou un service sur son marché. Et pas oui, alors, forcément. c'est vrai qu'on ça dépend si l'entreprise est plutôt monoproduit ou si elle opère sur plusieurs marchés. Il est vrai que si elle opère sur plusieurs marchés, en réalité, l'exercice doit être fait sur chacun des marchés. Voilà, ouais, absolument, c'est une précision importante. Ouais, tout à fait. Oui, il faut trouver le bon niveau de granularité. Donc, effectivement, ça dépend de comment est structurée votre offre et comment vous opérez. Alors, cet exercice, il va vous permettre d'identifier, et c'est le deuxième point, hein, le meilleur endroit, si je puis dire, euh, dans lequel positionner votre proposition de valeur. Hum, Moi, je recommande évidemment de choisir comme point d'ancrage euh, une force, mais pas n'importe quelle force. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une force qui vous différencie. Alors, on recherche souvent en marketing, le Graal, c'est ce qui vous rend unique. Mais bon, c'est plutôt pour donner une direction, parce que c'est rare d'être complètement unique. Et d'ailleurs, parfois, c'est pas complètement un bon signe. C'est-à-dire que si on est le seul à opérer sur un marché, si ce qu'on propose est complètement voilà, le seul en son genre, on peut aussi peut-être un peu se poser la question de savoir s'il est vraiment pertinent. Donc, en général, on n'est pas seul sur un marché, bien sûr, mais il s'agit d'occuper un positionnement qui soit suffisamment différencié des autres acteurs. Ça, et notamment en temps de crise où il peut y avoir beaucoup de pression sur les prix, c'est un atout important pour réussir à résister à cette pression que d'être perçu comme différent. Donc, une force qui vous différencie, mais pas que ça, bien sûr, une force qui soit pertinente pour votre cible. Évidemment, peut-être que j'enfonce un peu une porte ouverte. Ceci dit, euh, est-ce que toutes les entreprises se posent vraiment la question de savoir si ce qu'elles revendiquent comme étant plus spécifiquement leur valeur, est complètement pertinent pour leurs clients et le reste dans la durée? Moi, j'ai pu constater des fois, en tout cas, à mon avis, que c'était pas nécessairement toujours le cas. Donc, ça vaut la peine de se poser la question et là aussi de se la reposer régulièrement et pourquoi pas de la poser à vos clients. Et ça, j'ai souvent recommandé de le faire à des dirigeants qui soit n'y avaient pas vraiment pensé ou alors n'osaient pas tellement, enfin se disaient, mais finalement, moi, j'ai pas envie d'embêter mes clients en leur posant voilà, des questions sur qu'est-ce qu'ils pensent qu'est-ce qu'ils pensent de la manière dont je suis positionné. Alors évidemment, faut pas, la question, c'est pas aussi brutal que ça. Il faut trouver des manières de le faire. Mais en réalité, moi, ce que je réponds toujours, c'est que c'est tout le contraire d'intrusif comme type de questionnement. C'est-à-dire que vous montrez au contraire aux clients que vous vous intéressez à la manière dont ils perçoivent votre offre et donc que vous êtes ouvert à la critique, le cas échéant, à des suggestions en tout cas d'amélioration. Ça, c'est déjà plus constructif. Et le fait de montrer cette ouverture, finalement, c'est faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que vous allez à la fois, en principe, renforcer la proximité avec le client et aussi en tirer des enseignements qui vont vous être utiles pour justement vraiment bâtir votre positionnement et le cas échéant le faire évoluer dans le temps sur des fondations vraiment solides, vraiment pertinentes. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je peux illustrer avec le fait qu'il y ait nécessité de se reposer la question régulièrement avec un cabinet d'expertise comptable que j'accompagne en ce moment. Et lorsque la crise est arrivée, enfin avec le confinement, donc mi-mars, on s'est tout de suite posé la question de se dire, bon, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer dans la façon dont le cabinet est positionné vis-à-vis de ses clients? Et on s'est dit qu'effectivement, il y avait là où le positionnement était plutôt partenaire de votre croissance, c'était de dire, ben, en fait, le sujet maintenant, c'est plutôt, si je puis dire, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement, ça va bien, ben, on est là pour accompagner votre croissance. Et puis, il y a des moments où c'est beaucoup plus dur, ben, on est là aussi, en fait. Alors, ça, c'est donc une évolution du positionnement. Attention, une évolution du positionnement, c'est pas juste incantatoire, c'est-à-dire qu'il suffit pas de dire ah bon ben voilà, donc maintenant on va te dire ça et puis ça suffit. Non, il faut bien sûr il faut donner des preuves. Et donc il faut que ça soit des preuves. Alors en l'occurrence avec le cabinet d'expertise comptable, on avait défini des preuves
de deux niveaux, des preuves comportementales et des preuves plus fonctionnelles. Comportementales, ça a été effectivement, et ça a été un investissement de temps important pour le cabinet, donc il y avait une réalité derrière qui était on ne va pas faire payer du tout le montage des dossiers pour l'obtention des aides gouvernementales, les renégociations de prêts avec les banques, etc. Donc ça a été une décision voilà, qui incarnait ce nouveau positionnement, qui était de dire on est là pour vous aussi dans les coups durs. Et puis, je disais, des preuves fonctionnelles. Donc, on a monté une petite offre d'assurance. En fait, alors bon, c'est trop tard évidemment pour s'assurer quand il y a un problème, hein, on le sait tous, mais maintenant c'est inscrit au catalogue et pour la suite, les nouveaux clients, il aurait proposé un certain nombre d'assurances qui vont permettre de couvrir certaines choses dans le cas malheureusement d'une nouvelle survenance d'incidents qui arrivera un jour ou l'autre si on en croit en tout cas le caractère cyclique des crises comme on voyait en introduction. Et puis aussi, il y a un montage en cours d'une offre de recouvrement. Voilà, donc pour illustrer par un exemple un petit peu puisé dans la réalité du territoire et de ce qui se passe en ce moment, sur le fait que le fait de bien intégrer les évolutions des besoins de vos clients permet de faire évoluer votre positionnement de manière pertinente. Et en l'occurrence, typiquement, donc les clients que j'ai interrogés trouvaient que cette approche, elle avait du sens, bien sûr, face à la crise, mais qu'en fait, c'était un changement qui avait du sens dans la durée aussi. C'est-à-dire que c'était un positionnement qui était plus équilibré, le fait d'être là quand ça va, mais aussi quand ça va moins bien. La question qu'il faut impérativement se poser, à mon sens, particulièrement en période difficile comme en ce moment, c'est est-ce que la structuration de mon offre, elle est optimale? Alors, je viens de donner un exemple avec le cabinet comptable de restructuration de l'offre qui finalement a conduit à élargir l'offre. Bon, ça c'est extrêmement positif. Malheureusement, il peut y avoir des situations beaucoup moins porteuses avec plutôt une nécessité de replier de la toile, hein, comme on dit. Et donc, dans ce cas-là, il faut savoir quels sont les endroits où il faut effectivement, éventuellement, aller chercher des actions de réduction de coûts. Et donc, par rapport à ça, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est là aussi, comme le SWOT tout à l'heure, c'est un outil qui est en fait assez classique. C'est une matrice qui a été mise au point par un cabinet de conseil qui s'appelle le Boston Consulting Group, BCG, qui en fait s'intéresse à deux axes par rapport à ce que votre position est comme entreprise, en tant qu'entreprise sur le marché. Et encore une fois, comme disait Alexandre tout à l'heure, si vous êtes sur plusieurs marchés, en fait, il faut faire plusieurs graphiques. Il ne faut pas essayer de réduire la réalité de l'entreprise, de la concentrer sur un seul graphique, puisqu'on tombe sur des choses des compromis très, très, très mous, hein, finalement. Donc, il faut effectivement faire l'exercice par marché et sur un marché donné, se dire, bon, voilà, comment est-ce que je me positionne? Est-ce que j'ai une part de marché plutôt faible, plutôt importante? Et de manière globale, est-ce que c'est un marché qui est plutôt en croissance ou plutôt en resserrement? Et ça permet effectivement de catégoriser votre offre et de savoir, enfin, ou en tout cas de répartir, on va dire, les différents produits que vous avez ou services à l'intérieur de cette matrice. Et ça peut vous aider donc à savoir si vous êtes sur des poids morts, en l'occurrence, qui en période de crise sont plutôt des endroits où il faut prendre des décisions parfois assez drastiques. Voilà, et en tout cas, ça guide votre politique d'investissement et où est-ce que vous devez mettre votre cash pour que ça ait le meilleur effet sur votre pérennité, tout simplement, hein, en période de crise. Ce que j'ajouterais avant de passer à la suite sur ces questions de restructuration de l'offre, bien sûr, c'est des décisions qui vous appartiennent en tant que dirigeant. Il est hyper important de bien les partager dans l'entreprise et tout particulièrement avec les commerciaux, bien sûr, qui portent l'offre auprès des clients.
Il faut prendre le temps d'expliquer aussi. Je pense que c'est l'occasion pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément cette culture au niveau des commerciaux de passer d'une logique de chiffre d'affaires à une logique plus de marge et de rentabilité. Ce qui nécessite d'ailleurs que vous soyez vous-même bien carré là-dessus. Je suis parfois surpris et un peu inquiet de constater dans les discussions avec des dirigeants que cette rentabilité des différents produits est pas forcément très bien maîtrisée, qu'il n'y a pas suffisamment d'outils en termes de comptabilité analytique pour voilà, bien savoir quel est le prix de revient et donc voilà, pouvoir évaluer les marges. Je mets ça de côté, c'est juste en passant, parce que c'est clairement pas le sujet d'aujourd'hui, mais je peux pas m'empêcher de vous suggérer, si vous vous sentez un peu déficient là-dessus, de faire aussi un travail sur cette question de la rentabilité. Et en tout état de cause, voilà, de partager ça avec les commerciaux sous cet angle-là. C'est-à-dire, oui, bien sûr, il faut du chiffre d'affaires, mais il faut surtout des ventes qui soient rentables pour l'entreprise. Et donc, c'est le critère qui peut aussi voilà, faire comprendre à des commerciaux pourquoi est-ce que vous voulez telle priorité plutôt que telle autre. Le meilleur moyen d'aller jusqu'au bout d'ailleurs de cette démarche, je l'ai fait récemment avec un client qui opère, c'est une agence immobilière qui opère dans le secteur des biens plutôt haut de gamme. Et effectivement, les commerciaux étaient jusque-là rémunérés en fait sur ce qui est classique, sur une part des honoraires qu'ils ramènent à l'agence au travers des mandats qui rentrent et qui sortent. On a conservé ça, mais on l'a baissé un peu et on l'a complété. Donc, pour les commerciaux, je veux dire, l'enveloppe globale est la même, mais on l'a remplacé par un complément sur le fait de tenir les prix, en fait. Donc, ils gardent toujours les commerciaux la possibilité de négocier au sein d'une certaine enveloppe, sauf que, effectivement, leur part variable étant liée au respect finalement, en tout cas à l'optimisation du respect du tarif, ça a en fait changé les comportements, mais très rapidement en fait. Et on a pu constater au bout de 6 mois qu'on était passé d'un taux de négociation, enfin d'un taux de rabais en fait, qui était négocié par les commerciaux de 15%, on est passé en dessous de la barre des 10%. Et donc, ça ne coûte pas plus cher à l'entreprise en termes salariaux, puisque c'est la même enveloppe qui est donnée sous forme de prime. Et on s'aperçoit que finalement, là où les commerciaux, je ne dirais pas cédaient à la facilité, mais enfin bon, ils opposent d'un seul coup, où ils mettent plus d'astuces et plus d'énergie dans la négociation pour résister aux demandes de rabais. Et donc voilà, l'entreprise gagne 5 points, je n'allais pas dire facilement, mais enfin bon voilà. Donc évidemment, c'est toujours intéressant d'identifier des moyens qui sont assez rapides en plus, parce que c'est vrai que parfois les effets d'un changement se font attendre. Là, on est tout particulièrement, je pense, tous à la recherche de clés qui vont avoir un levier assez immédiat. Et celui-là peut en être un. Alors, ce que l'on vient de voir sur l'offre, ça doit être fait également sur les cibles de clientèle, sous forme de revalider votre segmentation, éventuellement de la faire un peu évoluer. Si elle n'existe pas vraiment ou qu'elle n'est pas formalisée, je pense que c'est l'occasion de se forcer justement à un exercice de catégorisation. À nouveau, ici, un outil que je partage avec vous, qui est un outil classique et efficace, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. C'est la matrice ABC que vous pouvez appliquer à vos clients et à vos prospects. Alors à vos prospects, vous ne pouvez pas l'appliquer en termes de chiffre d'affaires plus ou moins élevé, puisque par définition, vous n'en avez pas encore. Mais enfin, c'est intéressant d'inclure les prospects quand même dans cette réflexion qui vise à identifier là où vos priorités doivent porter. Et donc, en fait, il y a 2 axes. C'est le chiffre d'affaires généré d'une part et c'est le potentiel futur d'autre part. Alors là, en fait, ce que classiquement on utilise, et c'est une règle du coup pratique, c'est la fameuse loi de Pareto, vous savez, les 80-20, en l'affinant un tout petit peu. Et donc en se disant, la catégorie A pour le chiffre d'affaires, c'est
les 80, c'est les clients qui me rapportent 80% de mon chiffre d'affaires. Le B, c'est 15% de mon chiffre d'affaires et C, c'est 5% du chiffre d'affaires. Voilà. Et après, là, c'est plus des pourcentages, sauf si vous êtes capable de l'évaluer, ce qui est formidable, mais c'est pas tout le temps possible en termes de potentiel de croissance. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est ceux qui manifestement sont des clients qui vont connaître une croissance importante dans les années à venir, ceux qui vont être plutôt stables et ceux qui vont peut-être même être plutôt en régression, de votre point de vue. Mais c'est intéressant puisque donc vous vous retrouvez à l'issue de ce travail avec une matrice qui vous dit clairement là où vous devez faire porter vos efforts, là où c'est marqué gestion économique, c'est une manière un petit peu diplomatique de dire que vous n'allez pas forcément passer trop de temps, voilà, enfin votre bande passante commerciale, vous allez la concentrer effectivement sur le fonds de commerce et sur le potentiel de développement. Et ceux qui sont à la croisée de ça, la case A prime, ben, c'est les joyaux de la couronne et effectivement, il faut les traiter de manière très spécifique, ce qui amène d'ailleurs à une considération ou question qui est de savoir est-ce que vos profils de commerciaux sont polyvalents ou bien est-ce que vous avez deux équipes selon la catégorisation un peu classique éleveur-chasseur. Voilà. Et bon, c'est pareil, c'est un petit peu vieux comme le monde, cette catégorisation, mais si je l'utilise, c'est parce que je pense qu'elle correspond de mon expérience d'avoir dirigé des équipes commerciales à une réalité qui est que rares sont les personnes qui présentent le double profil, parce que finalement, entre guillemets, on ne marche pas à la même chose. Et c'est vrai qu'un chasseur, une fois qu'il a réussi à, à signer un contrat, quoi, hein, finalement, il a tendance à se désintéresser de ce qui se passe après pour tout de suite aller vers la conquête suivante. Et en fait, c'est ce que vous attendez d'ailleurs de cette personne. Du coup, ça a un côté un peu schizophrène si en même temps, vous lui demandez d'aller chercher de nouveaux clients et en même temps, vous lui demandez de s'occuper des clients existants. Bon, parfois, on n'a pas trop le choix hein, en termes de contraintes de ressources, mais dans la mesure du possible, c'est utile de spécialiser un tant soit peu les équipes. En tout cas, si vous êtes en mesure de le faire avec suffisamment de ressources, ça vaut la peine. Et notamment, clairement, les clients qui sont au maximum enfin qui sont là sur cette matrice en A' méritent une logique de account management. Désolé à nouveau pour l'anglicisme, mais effectivement, voilà, s'assurer que vos clients restent satisfaits dans la durée et bien comprendre ce qui se passe parce que forcément, des concurrents à vous sont certainement en train d'essayer également de devenir fournisseurs de ces clients-là. Pour affiner un petit peu cette approche, vous pouvez, plutôt que d'utiliser le chiffre d'affaires dans l'axe à gauche, vous pouvez utiliser la contribution. Hein, donc, à nouveau, la marge que ces clients rapportent. C'est encore plus intéressant. C'est en ligne avec ce que je vous disais avant. Voilà, mais vous l'avez peut-être pas forcément. Mais donc, si vous l'avez pas, utilisez le chiffre d'affaires. Bien entendu, ça reste quand même tout à fait utile. Et puis, une autre considération que je dirais pour adapter cet outil à la réalité de votre entreprise, ça dépend aussi quel est votre cycle de vente et quelle est habituellement la durée de rétention de vos clients. Si vous êtes sur des cycles longs, c'est intéressant de se poser la question du potentiel du client à 3 ans, à 5 ans. Si vous êtes sur des cycles beaucoup plus courts, c'est peut-être pas le bon horizon de temps. Il faut peut-être plutôt, à ce moment-là, plutôt que de se projeter dans l'avenir, regarder le chiffre 2018, le chiffre 2019, et puis finalement, ça ne va pas être votre autre axe, ça ne va pas être le potentiel, mais ça va être ce que vous avez constaté comme variation sur un an, par exemple. Là encore, évidemment, dans l'assistance, je suis conscient qu'il y a des profils d'entreprise très, très différents. Donc, ça, c'est l'outil un peu général. Après, pour qu'il soit vraiment efficace dans votre contexte, il y a forcément des pistes d'adaptation qui sont à exploiter. Les circuits de distribution, ce que je veux dire là-dessus, c'est que tout particulièrement en temps de crise,
c'est le bon moment pour rechercher s'il y a autour de vous des synergies qui sont possibles en termes de commercialisation et donc de regrouper des forces, par exemple, commerciales, pour que ça coûte moins cher à chacun des deux partenaires, ou bien être dans des logiques d'apport d'affaires mutuelles, euh, et de pouvoir toucher des cibles que vous n'auriez pas capacité à toucher seul pour des raisons géographiques, par exemple, ou encore de co-construire finalement une offre conjointe avec finalement un acteur qui évolue proche de vous sur la chaîne de valeur dans laquelle s'inscrit votre offre. Alors, évidemment, pas un concurrent, mais quelqu'un qui intervient un peu en amont ou un peu en aval. Bon, là encore, j'ai conscience d'être un peu flou parce que, mais encore une fois, la réalité de vos entreprises est très différente de l'une à l'autre, donc je ne peux pas être beaucoup plus spécifique, si ce n'est de vous donner un exemple d'une mission faite récemment auprès d'une société qui opère dans la fabrication de décors pour l'événementiel. Voilà, alors vous vous doutez quand vous entendez le mot événementiel que à partir de mi-mars, ça a vraiment été dramatique puisque donc plus de projet quoi, plus de projet du tout. Et donc le retournement très rapide qu'on a réussi à opérer, c'est de se rapprocher d'un acteur qui en l'occurrence était un loueur d'échafaudage, puisque bon le BTP, enfin même si au mois de mars ça a été un peu, voilà, il y a eu des discussions qui ont fait que beaucoup de sociétés sont restées un peu, de BTP sont restées un peu dans l'expectative, mais pas toutes. Et en plus, c'est reparti quand même, pas complètement, mais c'est reparti avant beaucoup d'activités. Et donc, ça paraissait intéressant d'essayer de nouer un partenariat avec un acteur de ce secteur-là, en trouvant une complémentarité qu'on a effectivement trouvé, qui était, donc en l'occurrence, voilà, de l'habillage d'échafaudage, en plus avec une forme de toile qui avait un côté anti-bruit et par rapport au confinement, et donc ce qui a été un problème dans les travaux ont été, de BTP ont été plus durement ressentis en fait par la population qu'en temps normal, parce que les gens étaient chez eux, et donc d'entendre les marteaux-piqueurs à longueur de journée a été plus particulièrement pénible, et donc les entreprises du BTP avaient cette, en tout cas pour beaucoup d'entre elles, ce souhait de trouver des solutions qui minimisent un petit peu les inconvénients pour le voisinage. Alors, bon, voilà, c'est une toile qui se met à l'extérieur de l'échafaudage, donc ça ne changeait rien pour les gens qui sont dans l'immeuble, mais pour les voisins, en revanche, voilà, ça présentait un intérêt. Ça a permis de trouver quelques chantiers. Alors, on parle de sauver les meubles, en l'occurrence, c'est pas... mais de trouver quelques chantiers là où sinon il y aurait eu absolument rien du tout. Bon, voilà, donc c'est un exemple concret. J'espère que ça illustre un peu la direction, en tout cas que je vous suggère de creuser en termes de réflexion par rapport à ces logiques de circuits de distribution partagés, en fait, partenaires. Et puis le dernier point ici pour la stratégie commerciale concerne la question de la communication. Alors, je ne parle pas de la communication commerciale dans le sens les argumentaires produits, etc. Ça, on va en parler dans un instant lorsque je serai sur le sujet de la méthode. Je pense ici à la communication d'entreprise, votre communication d'entreprise, externe et interne. Alors, je m'explique. Externe, moi, j'ai pu constater au travers de discussions avec des dirigeants que ils se posaient la question de leurs approvisionnements. Ça paraît évidemment légitime. Et donc, de se dire, mais moi, pour continuer à fonctionner, j'ai besoin d'avoir des fournisseurs qui eux-mêmes continuent à fonctionner, évidemment. Et donc, je me pose des questions que je me posais peut-être pas forcément, ou en tout cas pas autant avant la crise, sur, mais au fait, est-ce qu'ils sont fiables dans le sens, est-ce qu'ils vont ne serait-ce que même survivre à cette crise? Et sinon, parce que sinon, il faut que pour que moi-même il n'y ait pas un effet de domino, il faut que je trouve d'autres sources. Et en fait, ne pensaient pas nécessairement ces dirigeants à s'appliquer cette question qui se posait pour leurs propres fournisseurs, de l'appliquer à eux-mêmes. Parce que, mais en réalité, si vous êtes le fournisseur d'autres entreprises, cette question-là va s'appliquer à vous. Et donc, il faut savoir, à mon sens, préempter en fait cette question.
Et donc, ça demande une certaine forme de communication vis-à-vis de vos clients sur la thématique de votre fiabilité, en fait, qui n'est pas forcément euh, quelque chose qui nécessite d'être énormément mis en avant en temps normal où tout va bien, mais qui est un élément de communication à soigner en fait dans ces périodes de crise qui sont des grosses périodes évidemment d'incertitude pour tout le monde, pour vous malheureusement, mais aussi pour vos clients. Ça, c'est le premier point, c'est par rapport à la communication externe. La communication interne, bon, ça va de soi, et puis tout le monde en est, je pense, bien conscient que crise égale instabilité, donc anxiété. Management, un de ses rôles, c'est justement de rassurer par rapport à ces inquiétudes, de montrer qu'il y a effectivement quelqu'un à la barre, que cette personne elle tient le navire, enfin, ou l'équipe tient le navire, fait le nécessaire pour que le chemin puisse continuer, etc. Vous avez peut-être l'impression que je m'éloigne un petit peu du sujet du commercial, mais en fait, à mon sens, pas du tout, parce que l'idée sous-jacente, c'est qu'en fait, tous vos collaborateurs doivent être des commerciaux de votre entreprise. Et c'est d'autant plus vrai avec des évolutions de la société, là, pas liées à la crise, hein, ça fait déjà pas mal d'années, qu'il y a une forme de méfiance vis-à-vis des canaux traditionnels. La pub traditionnelle, par exemple, les jeunes ont plutôt de la défiance par rapport en tout cas à la publicité traditionnelle. Donc, il va falloir trouver d'autres modes plus engageants de mettre en avant les avantages des produits vis-à-vis de ces cibles de clientèle. Mais en fait, c'est pareil par rapport à la fonction commerciale. Il peut y avoir une certaine méfiance là où il y a un accueil beaucoup plus ouvert finalement de ce que du coup j'appellerais du commercial indirect, c'est-à-dire des gens qui c'est pas marqué commercial sur leur carte de visite. Ils sont peut-être comptables, ils sont peut-être dans des services logistiques, ils sont peut-être à différentes fonctions dans l'entreprise, et ils sont malgré tout, de par leur fonction, en contact avec des homologues chez vos clients ou des prospects, etc. Et finalement, c'est très important de réussir à leur permettre d'activer ce potentiel d'ambassadeurs finalement qu'ils peuvent avoir de votre entreprise vis-à-vis des clients et des prospects. Et pour qu'ils jouent ce rôle d'ambassadeur, il faut qu'ils soient rassurés, il faut qu'ils soient à l'aise dans l'entreprise. Et d'où, je reboucle la boucle, cette importance, d'après moi, en restant dans ce sujet de la stratégie commerciale, d'être très présent, en fait, auprès de l'ensemble des équipes, tout particulièrement dans ces périodes de crise comme celle que l'on traverse. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire sur cette partie. Alors, je vous avais prévenu qu'on allait y passer un petit peu plus de temps, parce que c'est vraiment le cœur, je pense, du sujet aujourd'hui, refonder la stratégie commerciale. Du coup, on peut peut-être faire une petite pause pour prendre des questions, s'il y en a, Alexandre. Alors non, pas pour l'instant. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Donc, c'est une question. Est-ce qu'on peut par exemple réutiliser tous ces outils au fur et à mesure? Tous les combien de temps, à votre avis, il serait intéressant de refaire un SWOT ou de refaire ce genre de matrice ABC? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est des outils qui donnent une photographie à un instant T, hein, et, et donc il faut les faire évoluer parce que la situation, votre situation interne et votre environnement évoluent. Moi, je considère qu'il faut absolument les remettre à jour une fois par an. Euh, c'est vraiment c'est l'occasion en plus de se poser des questions euh, extrêmement importante, et c'est aussi l'occasion de créer de l'engagement en interne. Voilà, encore une fois, ça dépend de la taille de votre entreprise et ça dépend aussi des profils que vous avez pour vous accompagner voilà, mais d'associer des collaborateurs à cet exercice avec justement un ou des commerciaux qui vont vous faire remonter la vision terrain, des gens du côté de l'offre qui vont normalement être en veille un petit peu permanente sur ce qui se passe par rapport à
à l'environnement de vos produits. Enfin voilà, donc d'associer quelques personnes, ça permet d'avoir l'exercice à la fois plus riche et à nouveau faire d'une pierre deux coups en créant de la cohésion au sein de l'entreprise, pardon, de manière un peu transverse dans les équipes. C'est un exercice qui, moi, pour en avoir organisé plusieurs, je peux vous garantir que y compris des gens très occupés dans votre entourage vont dégager du temps pour ça et normalement se donner vraiment à fond dans l'exercice parce que voilà, c'est la vie de l'entreprise. C'est normalement, pour en tout cas des gens impliqués, c'est un exercice assez passionnant. Donc oui, je dirais une fois par an. Et c'était pour ça qu'il y avait la question sur le souhait de savoir si, voilà, enfin, si des personnes, enfin, depuis combien de temps ça n'avait pas été remis à jour. Et effectivement, donc, je constate en tout cas sur les résultats du sondage, mais je ne suis pas très surpris que malheureusement, il y a une tendance, en étant pris dans le feu du quotidien, de ne pas suffisamment fréquemment voilà, prendre le petit pas de recul qui permet de remettre à jour ce genre d'exercice. Très bien, merci. On va enchaîner du coup pour Parfait. la deuxième partie. Alors, on enchaîne justement par un deuxième sondage, si vous voulez bien. C'est parti. Donc, sur, en l'occurrence, le site web de votre entreprise et savoir s'il est actualisé, parce que c'est peut-être pas le cas, il n'a peut-être pas été actualisé depuis sa mise en ligne. Je n'ai pas mis d'ailleurs que, or il y a peut-être certaines, je pense seulement maintenant, que peut-être certaines entreprises qui participent à ce webinaire n'ont pas de site web. C'est pas impossible. Bon, là, en l'occurrence, je l'ai pas prévu à ce moment-là, peut-être marqué qu'il n'a pas été actualisé depuis sa mise en ligne, si vous êtes dans ce cas de figure. Ou bien est-ce que c'est moins d'une fois par an ou est-ce que c'est plusieurs fois par an? Voilà, je ne sais pas si les réponses arrivent, Alexandre. Alors ça arrive, on a une bonne visibilité. Donc en gros, on a 60% de personnes qui expliquent qu'il est mis à jour plusieurs fois par an, 36% moins d'une fois par an et 7% qui expliquent qu'ils n'ont pas du tout été actualisés depuis sa mise en ligne. Donc quand même une grande majorité se dégage pour la mise à jour plusieurs fois par an du site Plusieurs web. fois par an. Bah, écoutez, c'est une bonne chose. Je suis assez agréablement surpris d'ailleurs des résultats de ce sondage. Donc, bah, ma foi, tant mieux. Là aussi, sur le verre à moitié plein, enfin, on va voir d'ailleurs si c'est pertinent pour tout le monde, peut-être pas. Mais il y a pour ceux qui ne sont pas dans cette dynamique d'une actualisation très fréquente, poser la question de savoir ce qu'ils en retireraient s'ils allaient vers quelque chose de plus dynamique. C'est des questions qu'on va se poser maintenant dans le cadre de l'évolution des méthodes, avec ce premier point qui est sachez optimiser le recours aux canaux de prospection digitaux. Alors, d'où ma question effectivement sur les évolutions de votre site internet, parce que pour moi, avoir un site vitrine bien pensé avec un contenu plutôt statique, évidemment, c'est déjà bien. Mais il faut se poser la question de savoir si la démarche commerciale, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, peut bénéficier d'une présence en ligne plus dynamique. Alors, c'est la question, et je vais encore utiliser un anglicisme, désolé pour ça, mais des fois, ça ne sert à rien d'essayer de traduire, parce que finalement, ça y est, le mot est ancré, y compris en France. C'est le sujet de l'inbound marketing, que peut-être certains d'entre vous pratiquent, peut-être certains sont très familiers, d'autres moins. Donc, je vais expliquer un petit peu de quoi on parle et quel est l'enjeu en fait, surtout parce que c'est ça qui est important comme point d'entrée dans le sujet, c'est de dire bon mais on parle de quoi, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu de l'inbound marketing, c'est de créer automatiquement un flux entrant de contacts que vous allez pouvoir alimenter au fil du temps en informations pertinentes, de manière à ce que progressivement, vous les transformiez, ou en tout cas vous en transformiez la plus grande partie possible en clients. Voilà, c'est ça, l'inbound marketing, il ne faut pas s'en faire non plus une montagne en termes de concepts incompréhensibles. C'est tout simplement ça, et c'est rendu possible effectivement par les outils et les canaux digitaux.
Et donc, il faut vraiment se poser la question de savoir si c'est exploitable dans votre cas de figure. Car ce qui est important donc de comprendre, c'est que pour qu'une démarche d'inbound marketing fonctionne, il faut réussir, d'après moi, je le synthétiserai comme ça, à acquérir une réputation, et une réputation en ligne, d'expert dans votre domaine. Alors, ça veut dire que lorsque un client potentiel ou quelqu'un, que ce soit une entreprise ou un particulier susceptible d'être intéressé par votre offre, pose une question sur un moteur de recherche, d'ailleurs dans 90% des cas ça va être Google, faire en sorte que votre site ressorte sur la première page va être clairement un enjeu de premier rang, parce que tout simplement une étude encore récente montrait que 93% des personnes qui font des recherches sur Google ne dépassent pas la première page en fait. Donc ce qui s'affiche sur la première page, c'est là où ils vont aller, entre guillemets, faire leur marché. Et là, après, on rentre dans des choses un petit peu techniques qui ne sont pas de mon propos d'aujourd'hui, mais pour lesquelles des agences de communication et des agences de web marketing sont les plus compétentes pour vous aider. C'est effectivement des logiques sous-jacentes de référencement, éventuellement de campagnes d'achat de mots-clés, etc., pour apparaître sous forme d'annonce. Je ne veux pas rentrer dans le caractère technique de cet aspect-là du sujet, mais je suis obligé quand même de le signaler au passage. Et il y a, par rapport à l'inbound marketing, l'élément clé, on va dire, c'est la création de contenu pertinent qui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, va au fil du temps vous imposer comme étant l'expert du domaine dans lequel vous opérez, ou en tout cas un des experts. Et donc, une des sources logiques vers lesquelles se tourner pour aller chercher de l'info, et le moment venu pour aller s'équiper d'une solution. En tout cas, c'est la logique. Au passage, bien sûr, cette création de contenu a aussi des vertus en termes de référencement. Je reviens au sujet précédent qui est d'apparaître sur la première page des moteurs de recherche. Donc c'est doublement vertueux, on va dire. Mais par rapport à l'inbound marketing lui-même, à la création de contenu, ça va être, et vous êtes sans doute de plus en plus exposé, peut-être que vous en produisez vous-même d'ailleurs, mais sinon vous avez certainement été confronté à des livres blancs. Ça fait quelques années que c'est un des moyens les plus utilisés pour faire en fait du commercial qui dit pas son nom, parce que voilà, à la fin d'un livre blanc, normalement, vous n'avez pas une offre commerciale, c'est jamais aussi brutal que ça. Vous avez une invitation à prendre contact, etc., pour en savoir plus et autres, mais c'est surtout un effort de l'entreprise pour justement montrer que elle est une référence dans son domaine et qu'elle n'hésite pas à partager de l'information même en dehors d'une relation commerciale. Et c'est ça aussi qui change par rapport aux méthodes commerciales. Et je vais y venir d'ailleurs dans un instant à nouveau sur la dématérialisation, qui est le point d'après. Mais le commercial ne se fait plus de toute façon, même confinement mis à part, c'est pas quelque chose qui se déroule dans un huis clos au sein d'une réunion dans l'entreprise que vous prospectez. Il faut que ce soit une démarche beaucoup plus large qui inclut peut-être une réunion à un moment ou à un autre du process, mais ça démarre bien avant en fait. Et c'est la logique de l'inbound marketing, c'est justement de préparer le terrain de la manière la plus large possible et la plus automatisée possible aussi, de manière à ce que ça vous coûte pas trop cher. Alors, coûtez pas trop cher, en fait, malgré tout, l'inbound marketing, c'est une démarche qu'il ne faut pas faire à moitié. Et donc, par rapport à ça, moi, j'ai deux messages, je dirais, à vous passer. Il faut effectivement créer du contenu, mais pas juste une fois, quoi. Sortir un livre blanc et puis après considérer que le travail est fait. Non, en fait, ça ne suffit pas. Aussi parce que d'ailleurs, l'autre considération, c'est que ça se travaille dans le temps. Et c'est le fait de maintenir l'effort sur le long terme qui va, brique après brique, faire que vous serez effectivement reconnu comme étant expert dans votre domaine et comme étant donc une des bonnes sources vers lesquelles se tourner lorsque j'ai une question
ça c'est intéressant, mais ça ne vous apporte pas de business, ou un besoin, et là, potentiellement, ça vous apporte du business, et c'est très bien. Donc, des livres blancs, des webinaires, des podcasts, bon, voilà, il y a beaucoup de méthodes, et c'est pas de choisir l'une plutôt que l'autre, c'est d'essayer, voilà, de faire justement la conjonction de plusieurs méthodes qui rend la méthode elle-même, enfin de plusieurs supports, pardon, qui rend la méthode elle-même réellement efficace. Voilà. Pour vous donner un exemple, oui, ou peut-être. Non, pardon. Pour vous donner un exemple, à l'heure actuelle, j'accompagne un fabricant de machines-outils qui propose des machines-outils de soudure spécialisées avec une technologie un peu. Elle n'est pas complètement nouvelle, la technologie, mais elle est tombée dans le domaine public assez récemment, et donc pour le moment, il n'y a pas énormément d'offres. Et du coup, voilà, c'est vraiment c'est le bon moment. La place n'est pas du coup vraiment prise en termes d'expertise. Et bien que cette société ne soit pas une grosse société, elle peut raisonnablement ambitionner de se positionner maintenant, mais c'est la fenêtre de tir, c'est maintenant, de se positionner comme étant l'expert, ou en tout cas un des experts reconnus sur ce système. Et donc, enfin, sur cette nouvelle techno. Et donc, ben, effectivement, on est en train de mettre en place la newsletter, on fait des webinaires assez réguliers. Il y a un livre blanc qui est en train d'être écrit, des contributions sur les quelques forums un peu spécialisés sur la métallurgie, de manière à ce que ben voilà, le nom du dirigeant et de 2-3 personnes de son équipe deviennent de plus en plus omniprésents finalement sur le web par rapport à cette problématique de métallurgie et de soudure. Et donc, bon, voilà, c'est une décision stratégique. C'est ça aussi que je veux vous dire, sur laquelle il faut consacrer des efforts un petit peu dans la durée. Un exemple à contrario de ce qu'il ne faut pas faire, à mon avis, juste pour être complètement clair et enfoncer le clou, justement par rapport à le cabinet d'experts comptables que j'accompagne et dont je parlais tout à l'heure, je leur avais fait aussi un petit peu de veille puisqu'ils se posaient la question de l'utilisation du digital dans leur domaine. S'était posé la question de ce que faisaient leurs concurrents. Donc voilà, j'avais été faire une petite veille concurrentielle qui m'avait montré que quasiment tous les cabinets de taille moyenne, on va dire, locaux, avaient une page Facebook. Et malheureusement, mon analyse, je peux me tromper bien entendu, mais mon analyse de leur page Facebook, c'est qu'elle ne leur servait en fait à rien, et même, je pense, plutôt les discréditait plutôt qu'autre chose en termes d'image. Pourquoi ? Parce que, en fait, ils y mettaient simplement des posts qui correspondaient à des informations qui étaient disponibles absolument partout, des histoires de calendrier fiscal, par exemple. N'oubliez pas que c'est le dernier jour pour la déclaration de tel ou tel élément fiscal ou tel élément social, etc. Mais bon, ça, ok, mais c'est pas différenciant. En quoi le cabinet d'expertise comptable lambda, enfin X plutôt que Y, peut se différencier là-dessus? Mais pas du tout, parce que c'est le calendrier fiscal, donc il s'applique à tout le monde. Utiliser Facebook, canal social interactif pour raconter des histoires beaucoup plus personnelles, pour mettre ce genre d'informations très très génériques, d'après moi, ça manque de ligne éditoriale, ça relève d'un emplâtre sur une jambe de bois, quoi. C'est pas ça qu'il faut faire. Bon, voilà, je ferme la parenthèse, et là aussi c'est pas pour critiquer pour le plaisir de critiquer, c'est juste pour donner un exemple qui est là pour dire vous n'y arriverez pas en bricolant. Voilà, c'est un petit peu ça le message sous-jacent. Si cet engagement dans la durée il paraît trop lourd, en fait, c'est pas pour autant que vous pouvez pas vous poser la question d'utiliser les canaux digitaux pour abaisser le coût d'acquisition de vos nouveaux clients. Ça, c'est l'utilisation plus traditionnelle maintenant déjà par rapport à l'inbound marketing, plus traditionnelle du digital pour faire de l'emailing, enfin voilà, pour faire des campagnes. Là-dessus, j'aurais tendance à dire, c'est très bien de le faire. Posez-vous, moi je pense, 2 questions. Celle de la personnalisation quand même de vos messages. C'est un petit peu antinomique avec la logique de campagne d'envoi en masse, mais bon, il faut trouver le juste milieu. Je constate que les campagnes de mail complètement standardisées, les taux de retour continuent à baisser, donc ça va bientôt devenir vraiment pas du tout intéressant de passer du temps dessus. Donc il vaut mieux avoir des actions un peu plus ciblées sur lesquelles
avez un travail de personnalisation un peu plus grand des messages en fonction des segments, des interlocuteurs à qui vous envoyez. Certes, vous y passez plus de temps, mais le retour sur investissement est quand même bien meilleur. Et puis, le deuxième conseil, c'est de soigner ce que les spécialistes appellent le call to action. Désolé, encore un. Mais donc, effectivement, ce qui va déclencher une action de la part de la personne qui reçoit le message. Et donc, concrètement, que le prospect va effectivement vous contacter. Là aussi, je vous donne très rapidement un petit exemple avec un éditeur de logiciels avec qui je travaille qui propose un logiciel d'automatisation en fait, de contrôle réglementaire dans le cadre du commerce international. On a mené une campagne récemment pour laquelle on a ouvert une fonctionnalité que normalement l'éditeur ouvrait uniquement avec des prospects avec qui il avait déjà une relation engagée, qui est la possibilité de créer un compte test, un compte utilisateur. Alors du coup assez encadré, mais voilà, l'idée c'était de rendre de faciliter en fait l'accès aux produits et de faire en sorte que la marche à franchir pour quelqu'un qui reçoit ce message et qui se dit tiens, c'est peut-être intéressant, que cette marche à franchir pour passer à l'acte soit la plus basse possible. Et donc là, en fait, la possibilité de s'ouvrir son compte test en ligne, c'est tellement facile que, alors c'est une opération qui est en cours, donc, mais les taux de retour sont très, très encourageants par rapport à un call to action qui aurait été de dire prenez contact avec nous et de mettre un numéro de téléphone ou de dire de répondre aux mails, etc. Là, on perd beaucoup plus de monde que si on permet, finalement, sans rupture de canal, d'aller directement. Bon, alors voilà, là, c'est de l'édition de logiciels, ça s'y prête. Je suis bien conscient que ce n'est pas forcément duplicable, ce que je viens d'expliquer, dans tous les domaines, mais dans votre domaine, il y a peut-être une manière aussi, encore une fois, d'abaisser cette marche pour qu'un maximum de prospects, ou en tout cas de personnes qui reçoivent votre message, votre sollicitation deviennent effectivement des prospects et que du coup, il y ait une relation qui s'engage qui vous permet de les transformer en clients. Voilà. Et le SMS, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est dans l'air du temps ou pas? J'ai déjà eu des entreprises qui me disaient envoyez-moi un SMS et d'autres qui sont totalement réfractaires à cette idée. Alors, moi, je constate que c'est pas mal en perte de vitesse. Voilà, donc c'est ce que je peux dire de manière générale. Après, de manière très particulière, ça peut dépendre. Je trouve que ça peut dépendre du business dans lequel vous opérez en tant qu'entreprise. Moi, je dirais que c'est plus parce que quand même c'est vécu comme assez intrusif, quoi, hein, le SMS. Du coup, j'aurais tendance à dire, ça dépend pour quel type de campagne. Euh, si c'est pour une campagne d'acquisition de nouveaux clients, moi je trouve que c'est pas, encore une fois, peut-être modulo certains cas d'entreprises très spécifiques. Bon, mais ma réponse en général, ça serait de dire non. Pour de l'acquisition de nouveaux clients, je ne vous le conseille pas, c'est trop intrusif. Vous allez plutôt donner une mauvaise image de vous-même et votre taux de retour sera probablement très 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 bas. Si c'est des clients, donc si ce sont déjà des clients et que vous utilisez le SMS comme mode de communication pour une promotion, pour des opérations de fidélisation, etc., là oui, ça fonctionne. Surtout si tout ça a été fait dans une logique, ce qui est normalement le cas de recueil de consentement. Hein. Donc là, on est dans une toute autre dynamique où c'est un canal qui là devient, il est efficace, il a le mérite d'être très concis, il atteint sa cible de manière immédiate, etc. Enfin bon, il y a plein d'avantages. Mais voilà, moi je l'utiliserais plus dans un contexte de communication avec des clients, dans une logique de fidélisation, promotion, que dans une prospection ouverte de recherche de nouveaux clients. Ok, merci. Voilà, et donc le point suivant ici sur ce slide, c'est dématérialiser la présentation de votre offre. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que de plus en plus, il faut faire en sorte que le rendez-vous commercial, s'il y en a un, soit extrêmement focalisé sur
le fait d'individualiser votre approche et votre solution au contexte spécifique de votre prospect pour lui montrer effectivement en quoi, dans son environnement, l'utilisation de votre solution va lui apporter quelque chose. Ce n'est pas l'endroit, ou en tout cas, ça serait dommage que ce soit l'endroit où vous allez lui expliquer comment ça marche, votre solution, qu'est-ce que vous proposez, etc. Tout ça, la digitalisation et les canaux digitaux vous permettent de le faire bien en amont. Donc, il faut absolument le faire, d'autant que ça a l'avantage que je viens de dire, qui est de pouvoir recentrer le moment de l'interaction sur ce qui est vraiment utile et spécifique aux besoins de votre client. Mais ça a aussi, en creux, c'est une nécessité, parce que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas présent à un moment qui est le moment de la comparaison que va opérer le prospect, l'espèce de présélection de premier niveau qui de plus en plus va intervenir en ligne. Et ça fait déjà quelques années, ça bien sûr. Typiquement, ça rejoint ce qu'on disait au moment de l'introduction. Le confinement a été un catalyseur. C'est pas qu'il a créé ça, mais pendant une période de quelques mois, quelques semaines, quelques mois, de toute façon, il n'y avait plus moyen vraiment de fonctionner autrement. Donc, ça a accéléré une tendance qui était déjà là, qui est que avant de prendre contact avec plusieurs fournisseurs potentiels, je vais faire un premier tour de piste en ligne pour regarder un peu ce que racontent les uns et les autres. Quel que soit le secteur d'activité, à mon avis, je ne vois pas vraiment d'exception. Ça va beaucoup se passer comme ça. Et donc, si vous n'êtes pas visible, vous allez tout simplement vous couper d'un certain nombre d'opportunités. Si vous êtes visible, mais d'une manière qui n'est pas suffisamment concrète et illustrée, vous avez un risque de ne pas figurer dans une shortlist, surtout si dans le secteur où vous opérez, vos concurrents, eux, ont fait un effort pédagogique par rapport au digital plus important. Alors, c'est quoi un effort pédagogique par rapport au digital? En fait, c'est de bien utiliser les différents supports qui sont possibles, qui permettent de finalement faire une démonstration, la démonstration que vous auriez fait en séance. Comment est-ce que vous, en rendez-vous physique avec le client, comment est-ce que vous pouvez la dématérialiser et la rendre accessible en ligne sur une chaîne YouTube ou sur votre enfin pas où d'ailleurs, mais sur votre site, éventuellement ailleurs. Ça va être, ça peut être du motion design, hein. Désolé, ça s'appelle aussi plutôt comme ça, mais enfin bon, vous savez, c'est des animatiques qui sont en fait des petits films, dessins animés, hein. C'est très utilisé depuis quelques années. Ça a l'avantage de pouvoir attirer l'attention encore plus finalement, tout en étant pas mal moins cher, beaucoup plus précis qu'un film publicitaire par rapport à la capacité à attirer l'attention sur ce que vous voulez et mettre des messages en incrustation, etc. Bon, pour prendre cet exemple-là, ça peut être ça peut être des témoignages de clients aussi. Voilà, il faut trouver, encore une fois, par rapport à ce qu'est votre offre, la meilleure manière de la représenter en ligne. Ça peut être un tuto, etc. Et puis, il faut mâcher le travail du client, si vous me passez l'expression, en se mettant à sa place, puisqu'il est là dans une logique de comparaison. Facilitez-lui le travail à votre avantage, bien sûr, en restant factuel, évidemment, mais vous pouvez vous-même faire des comparatifs. Si vous faites des comparatifs avec des marques, c'est possible, mais posez quand même la question, à mon avis, à vos juristes avant de mettre en ligne ce que vous avez prévu de mettre en ligne. Il y a quand même encore quelques précautions d'usage, mais c'est tout à fait possible. Et donc, encore une fois, préemptez les choses, mettez-vous à la place du client, et le client, il va comparer. Donc, si vous pouvez déjà orienter sa réflexion, c'est autant de gagner. Et puis, donner des preuves, des témoignages, des avis d'utilisateurs. Voilà, et puis ça, c'est la partie amont de la vente, puis pousser la réflexion jusqu'au bout pour vous dire jusqu'où, effectivement, jusqu'à quelle partie du cycle de vente vous pouvez dématérialiser. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la conclusion des affaires? Vous voyez ici, c'était à nouveau le webinaire BPI auquel je me référais
en début de présentation, il y avait une question sur l'importance du rendez-vous physique dans le processus de vente. Vous voyez qu'il y a il y a pas vraiment de catégorie qui l'emporte complètement, si ce n'est quand même tout le monde qui comprend bien qu'il faut apprendre à s'en passer le plus possible, sauf que c'est pas toujours possible, effectivement. Donc, c'est sûr que si on tient une boutique de e-commerce, par définition, de toute façon, on est déjà dans un modèle où tout se passe en ligne. Si on est producteur de produits bio et qu'on vend sur les marchés, peut-être qu'on peut vendre différemment, mais c'est vrai qu'à un instant T, on est dans une logique de présentiel. Donc, les situations de départ sont très différentes. Et puis, dernier point sur ce sujet, la question du discours tarifaire. Un des réflexes en période de crise, ça va être de différer les dépenses qui peuvent l'être. Et donc, effectivement, de manière très logique, je vous invite à vous demander si ce que vous vendez, vous pouvez le présenter vraiment comme un investissement plutôt que comme une dépense. Moi, je vois très souvent des dirigeants qui sont mal à l'aise avec le sujet du prix de leur offre et qui parfois cherchent à mettre en place une sorte d'exercice de transparence où ils lèvent un petit peu le capot de leur tarification en fait dans le but de montrer qu'ils appliquent une marge raisonnable entre guillemets. Mais en fait, je pense que c'est pas la bonne méthode parce que votre marge, c'est un sujet qui vous regarde. Ça, j'insiste, c'est un sujet qui vous regarde. Ce qui doit guider la conversation avec un prospect, c'est en fait le bénéfice qu'il va tirer de l'utilisation de votre solution. Parce qu'il y en a un, sinon de toute façon, si ce n'est pas le cas, la vente ne va pas se conclure. Donc, on part bien du principe qu'il y a un bénéfice. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Il faut chercher bien sûr à l'objectiver, parce que vous êtes dans une démarche commerciale, donc vous êtes un peu suspect d'être juge et partie. Donc, il va falloir objectiver les choses au maximum, mettre un chiffre sur le bénéfice si on peut. Et si on peut, votre prix, c'est plus l'incarnation d'une dépense, c'est une logique de partage de bénéfices. Et donc ça, c'est complètement différent, ça déplace le débat. Et votre prospect, normalement, rentre dans une négociation qui est beaucoup plus équilibrée. Voilà. Ça, ce n'est pas une méthode récente, hein. Ça a été conceptualisé dès les années 70 avec, sous la terminologie spin selling, les travaux d'un chercheur, Neil Rackham. Si ça vous intéresse, vous pourrez trouver plein de littérature là-dessus sur Internet. La raison pour laquelle j'en parle maintenant, c'est que en contexte de crise, évidemment, la question du prix peut devenir beaucoup plus prégnante, d'une part, et d'autre part, il y a un risque beaucoup plus grand, et je suis persuadé que malheureusement beaucoup d'entre vous ont été confrontés à ça, de repriorisation ou de dépriorisation de projets parce que contrainte budgétaire, et donc vos prospects qui étaient assez engagés, peut-être certains d'entre eux vont dire bon, non, mais c'est plus le moment. Or, si vous réussissez à positionner la vente comme étant un investissement, là, oui, c'est le moment, même en période difficile, en fait, puisqu'il y a un retour sur investissement du côté du client. Voilà, ça, c'était ce que je voulais vous dire par rapport aux méthodes. Je suis conscient que il ne nous reste pas forcément énormément de temps, mais la dernière partie est assez courte, donc on peut quand même faire une petite pause pour prendre une ou deux questions s'il y en a. Je ne sais pas si c'est le cas, Alexandre. Alors, question par rapport communiquer en ligne. Est-ce qu'on parle souvent de communiquer en ligne pour le B2C, pour le B2B, ça fonctionne pareil, vous confirmez? Ah oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. La communication en ligne, elle touche toutes les audiences et aujourd'hui, les différentes choses que j'ai dites, par exemple sur la phase pré-commerciale où les acteurs vont aller chercher de l'info avant de présélectionner une shortlist qu'ils vont contacter. C'est ce que font aussi les acheteurs professionnels. Donc, ça fonctionne tout à fait dans le B2B. Ce qu'on a dit sur les campagnes et la personnalisation des messages, ça fonctionne aussi en B2B et l'inbound marketing également. Oui, pour moi, tout ça est applicable. Très bien. On va peut-être enchaîner vu qu'il nous reste 10 minutes, donc pour Très faire bien. un court panorama des outils que les entreprises peuvent utiliser. Absolument. Et parmi ces différents outils, il y en a un qui, à mes yeux, a une importance qu'il met dans une catégorie un peu à part, c'est le CRM. Et donc, dernier sondage de notre session aujourd'hui, est-ce que votre entreprise
utilisent un CRM, oui ou non, ou parce que c'est assez, enfin, je rencontre le cas assez fréquemment d'entreprises qui sont dans la démarche, donc ça me paraissait intéressant aussi de voir s'il y avait un pourcentage significatif des participants aujourd'hui qui sont dans en place dans les 12 prochains mois. CRM, donc encore un acronyme, hein, bon, il est installé, donc je l'utilise, ça veut dire Customer Relationship Management, donc on le traduit parfois par gestion de la relation client et donc les logiciels de GRC. Vous avez peut-être aussi rencontré ça, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent que CRM. Voilà, pendant que je discutais, je pense que les gens ont pu répondre. On a une majorité, donc plus de 50% qui n'utilisent pas de CRM. On est à 30%, 40% presque qui utilisent un CRM et 10% qui ont prévu d'en mettre un en place dans les 12 prochains mois. Donc quand même majorité de non. D'accord. Majorité de non. Ça correspond en tout cas à la réalité que je constate à mon échelle, hein, des entreprises que j'accompagne et avec lesquelles, en tout cas, donc j'ai toujours cette réflexion, car personnellement, c'est dommage de s'en priver. Je vois que il y a des conceptions assez fausses en fait qui circulent sur les CRM parfois et qui sont issues d'ailleurs d'une époque où c'était quand même un peu le cas lorsque Salesforce est arrivé il y a quelques années. Moi, je l'avais mis en place dans une grosse société où j'avais le poste de directeur commercial, donc on m'avait demandé de le mettre en place et je l'avais fait. Et c'était effectivement assez compliqué et ça correspondait à l'époque plutôt plus à des fonctionnements de grosses entreprises. Et il en est resté l'opinion que peut-être certains d'entre vous ont, qui est qu'effectivement, c'est que pour les grosses boîtes. Et franchement, c'est plus le cas du tout. Et une autre idée fausse à laquelle je suis assez souvent confronté, c'est de dire, pour le moment, c'est pas la peine. Je suis en mode de démarrage. Je suis en train de les chercher, mes premiers clients. Donc c'est pas le moment. J'en mettrai peut-être un en place, mais je vais attendre d'avoir un niveau d'activité qui le justifie. Mais non, en fait, d'après moi, il n'y a pas de niveau d'activité qui le justifie. Il faut au contraire, dans la mesure du possible, le mettre en place dès le démarrage, y faire rentrer d'ailleurs les prospects, et ça évite d'avoir à gérer plus tard une migration. Ça ne sera jamais le bon moment d'ailleurs de faire une migration d'une espèce de base de contact un peu informelle vers un CRM un peu plus structuré. Ça va toujours être embêtant, donc vous allez le retarder, donc, etc. Et donc ça sera encore plus dur, et ainsi de suite. C'est un cercle un peu vicieux. Moi, je crois qu'il faut au contraire le faire dès le départ. Et ce n'est pas juste une manière un peu esthétique, une manière en tout cas automatisée de gérer juste une base de contact avec une interface utilisateur plus ou moins bien faite. C'est beaucoup, beaucoup plus puissant que ça. Ça permet effectivement de piloter son activité, ça c'est le minimum, avec tout un tas de fonctionnalités, ceci dit très utile en termes commerciaux, de vous générer des alertes sur les rappels des clients, etc. Enfin, tout un tas de choses qui facilitent la vie des commerciaux énormément, mais ça permet aussi de segmenter votre base, de connaître les clients, faire tout un tas de travaux aussi, de lancer des campagnes de prospection, de fidélisation. Typiquement, ça a été un travail qu'ils ont trouvé désagréable, mais qu'ils ont fait. J'ai un client qui est une verrerie ici en Bretagne qui existe depuis 10 ans et avait développé le dirigeant avait sur son iPhone 2500 contacts dans la liste contacts. Mais malheureusement, on ne pouvait rien en faire, si ce n'est les appeler, mais on ne pouvait pas du tout l'exploiter. Donc, il y a eu un travail de transférer tout ça dans un CRM, et ça a permis immédiatement de faire par rapport à leur catégorie art de la table un envoi d'une promotion, c'était à Noël dernier, pour tous ceux qui avaient acheté des verres, de leur proposer une carafe. Bon, et ça a pas mal marché. Ça paraît bon, ok, c'est très terre à terre, très basique, mais ça, typiquement, c'est une opération que vous pouvez complètement automatiser, que vous ne pouvez pas faire si vous avez juste une base de contact un petit peu éparpillée et pas technique. Donc voilà, donc ça pour moi, ça vraiment, il faut se poser la question. Vous prendrez la décision comme vous voudrez, mais vraiment, j'attire votre attention sur le fait que pour moi, c'est pour toutes les entreprises et c'est dès le début. Et si vous décidez d'y aller, faites-le en mode projet, c'est-à-dire sachez dès le début, fixez-vous un délai pour y arriver, partez de l'analyse de votre besoin,
Et ensuite, quand vous savez ce que vous allez vouloir en faire, ce que j'appelle l'analyse de votre besoin, c'est typiquement quel genre de campagne je voudrais être en mesure de mener là-dessus, quel type de relation avec mon client, etc. Et là, une fois que vous avez fait ce bon critère, je vous ai mis ici un exemple dont j'aime pas du tout le titre d'ailleurs parce que c'est top meilleur logiciel CRM gratuit. Gratuit, c'est pas le propos en fait. Et en l'occurrence, d'ailleurs, vous verrez, il y en a 11 qui sont très bien. Je les connais pas tous, mais j'en connais plus de la moitié. Ils sont très très bien tous. Ils sont pas vraiment gratuits. Ils sont dans des modes, comme il y a beaucoup dans le monde du logiciel aujourd'hui, de freemium, c'est-à-dire que vous avez accès à une version qui est gratuite, mais qui est un peu bridée, soit en nombre d'utilisateurs, soit en fonctionnalité. Et si ça vous permet de tester, ceci dit, éventuellement plusieurs gratuitement, ce qui est bien. Mais après, il faut en général prendre avec toutes les fonctionnalités et ça permet, et ça va coûter quoi? Ça va coûter 15, 20, 30 euros par mois. Donc, normalement, vous en retirerez beaucoup, beaucoup plus de valeur. Et faites porter le projet par un champion. Qu'est-ce que j'appelle champion? Ça va être un ambassadeur interne qui va être, moi je recommande quelqu'un de votre équipe commerciale, si tant est que votre fonction commerciale soit structurée sous forme d'équipe. Mais à ce moment-là, il faut identifier la personne qui est la plus ouverte à ce genre d'outils et lui faire en fait instruire le dossier et vous proposer le bon choix. Comme ça va être la personne aussi qui va le vendre en interne à ses collègues, sachant qu'il peut y avoir parfois, j'en ai rencontré pas mal, moi en tout cas dans ma carrière, des commerciaux un peu vieux jeu qui voient ça comme un outil de flicage ou bien comme quelque chose qui va les forcer à faire qui va interférer avec leur libre arbitre de commercial, etc. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment un outil qui est à leur service, individuellement de chacun, et clairement au service de l'entreprise en capitalisant sur tout ce qui se passe sur le terrain. Alors, voilà sur le CRM. Et puis juste un mot, mais là je ne vais pas le lire vu qu'on arrive Juste au pour bout de… rebondir sur le CRM, une question. Oui. On peut quand même mettre en place un CRM tout en respectant les nouvelles conditions RGPD. Ah oui, alors bien entendu. D'ailleurs, c'est une préoccupation des éditeurs de logiciels et donc ils proposent tous des logiciels qui soient tous. Moi, je m'avance peut-être un peu. C'est une bonne question. En tout cas, il faut s'en assurer qu'il n'y a pas dans l'architecture elle-même du, du logiciel quelque chose qui serait contraire au RGPD. Mais en tout cas, tous les fournisseurs, tous les éditeurs de logiciels qui sont basés dans l'Union européenne sont clairement, sont clairement compliant, pardon, sont conformes, excusez-moi, à cette réglementation. Maintenant, il faudra veiller à ce que l'usage que vous en faites ne devienne pas contradictoire. Si vous créez des champs spécifiques où vous suivez des aspects de votre relation commerciale que vous ne devriez pas suivre, là, c'est votre champ de responsabilité. Donc, peut-être que si vous avez des doutes par rapport à ça, ça vaut le coup de faire valider par votre avocat ou par votre direction juridique si vous en avez une. Mais en tout cas, il n'y a pas structurellement de problème. C'est une question de bonne utilisation, mais ce n'est pas un problème. Et voilà. Et donc, pour terminer, j'ai listé ici, mon idée n'était de toute façon pas vraiment de rentrer dans le détail. Et là, vu l'heure, ça paraît logique de laisser simplement par rapport à cette liste un certain nombre, vous voyez, 7 catégories d'outils qui peuvent vous permettre d'être plus efficace dans différents aspects de votre fonction commerciale, que ce soit la prospection, l'animation des commerciaux, la veille concurrentielle, des aspects qui peuvent permettre d'aller de bout en bout, comme je disais tout à l'heure, peut-être dans certains cas, sur la dématérialisation de votre relation commerciale en allant jusqu'à la signature électronique de contrat. Voilà. Donc j'ai mis à chaque fois, et c'est loin d'être exhaustif, hein, bien entendu, j'ai mis quelques outils, quelques éditeurs de logiciels dont je connais un peu l'offre et donc qui me paraissent être sérieux, mais ce n'est pas du tout pour dire que ceux qui ne figurent pas sur cette liste ne le sont pas sérieux. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, et je suis loin de tous les connaître, mais c'était juste pour vous donner quelques éléments. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur leur site et voir un petit peu plus précisément ce qu'ils proposent et savoir si c'est adapté, encore une fois, au cas spécifique de votre entreprise. Très bien, merci Frédéric. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On voit bien quand même que sur la partie outils, la base reste d'avoir un CRM.
Et il y a comme un vrai retour sur investissement généralement quand on met en place cet outil. Ça prend toujours un petit peu de temps, je pense, la migration des données vers un logiciel. Mais après, il y a un vrai gain de temps pour les commerciaux. Absolument. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais conclure rapidement. Donc, merci beaucoup Frédéric pour l'animation de ce webinaire. Si jamais vous avez des questions plus spécifiques à vos entreprises, n'hésitez pas à nous contacter, Frédéric ou moi. Peut-être qu'on puisse y répondre ou pour avoir des conseils. Pour finir, je vais donner peut-être quelques dates d'événements, d'actions qu'on met en place. Donc, on met en place un petit déjeuner débat le 1er octobre prochain sur la cybersécurité et sécurisation des données en interne, qui est quand même une préoccupation majeure et qui peut toucher toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc, il aura lieu à Quimper le 1er octobre. Le 9 octobre, on met en place notre événement Ticket to Pitch, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc de business entre start-up et grands comptes, qui se passera à bord d'un ferry à Roscoff, donc un cadre exceptionnel. Il fait généralement assez beau, on va faire des tours dans l'eau et tout le monde aime bien cet événement, donc n'hésitez pas à venir également. Dans un autre domaine, on met en place aussi des conférences agroalimentaires. Donc là, on est sur la 10e édition au Chapeau Rouge à Quimper le 13 octobre. Donc plutôt sur la mutation des commerces et de la distribution. Donc on est vraiment dans une grande période de transition alimentaire. Et pour finir, donc Femmes et numérique qui aura lieu le 1er décembre à Quimper et qui pourra pour événement justement de montrer, de favoriser la mixité dans les métiers du numérique et créer des vocations dans ces métiers également. Voilà, je ne sais pas si Frédéric voulait dire un petit mot pour conclure également. Non, non, simplement de remercier tous les participants pour leur attention, pour être restés avec nous sur l'ensemble de ce webinaire et effectivement à votre disposition. Vous aurez, je crois, Alexandre, les slides qui vous seront envoyés sur lesquels il y a mes coordonnées. N'hésitez pas si vous voulez, sans engagement aucun, juste dans le prolongement de la session d'aujourd'hui, voilà, clarifier tel ou tel point. Moi, ça me fait toujours plaisir voilà, effectivement faire en sorte que les interventions soient le plus utiles possible. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. Très bien. Je vous remercie et bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée.